Très bien. Donc, ce séminaire, qui dans son intitulé comporte la reprise d'une expression utilisée par Judith Butler, donc, ce séminaire, qui dans son intitulé comporte donc, une expression utilisée par Judith Butler, un chagrin transversal, va vous proposer d'élaborer ensemble une lecture de Butler, une lecture de Judith Butler. Que nous élaborions ensemble cette lecture. C'est notre lecture, et le point de départ, c'est de ma part ce que j'appellerais une lecture partagée de Butler, et tout autant au sens où j'aimerais que nous la partagions ensemble, commun qui se constitue dans cette lecture, mais aussi au sens où la lecture de Butler me partage, enfin, dans le rapport à ça, je prends le parti de vous le dire et de l'expliciter. Il y a à la fois une adhésion et une réticence dans la lecture de Butler qui est la mienne, et donc c'est un point de départ que je préfère ne pas taire, et au fond je remarquerai la chose suivante, c'est que précisément Judith Butler elle-même réfléchit ceci que une des questions qui est au centre des livres que nous allons lire, en particulier ce livre-là, Ce qui fait une vie, c'est le livre qui va être au centre du séminaire, Ce qui fait une vie. Ce livre-là de 2009. Et donc c'est le livre que vous devez lire. C'est un séminaire de M2, c'est un séminaire où on va lire ensemble vraiment, encore peut-être plus que d'autres fois. Et donc, ce livre-là, dans ce livre-là, eh bien, Judith Butler évoque et réfléchit ce qu'il en est de nos affects positifs et de nos affects négatifs, par exemple de rage et de colère, et de ce que nous pouvons en faire pour mener une vie éthique, sans les dénier. Qu'est-ce que nous pouvons faire de nos affects, par exemple de rage et de colère? Qu'est-ce que nous pouvons réussir à en faire de manière à mener une vie qu'on pourra qualifier d'éthique? Et sans les dénier. Et, alors ça c'est une remarque, assez au fond, vous verrez, il va être question, et je vais y revenir immédiatement, de cette thématique de la précarité et de la vulnérabilité de la vie. Nous allons tourner autour de cette thématique butlerienne de la précarité et donc de la vulnérabilité de la vie. Et la question est dès lors que la vie se caractérise par sa précarité, sa vulnérabilité, ce que nous allons établir avec elle, si vous la suivez dans ses analyses, eh bien, c'est
vivre une vie éthique, en première instance, ce sera toujours comment être capable de s'ouvrir à la vulnérabilité, à la précarité de la vie. Et non pas s'enfermer dans une insensibilité à la précarité, à la vulnérabilité. Donc nos affects de rage et de colère, ou plus diffus d'agacement par exemple, hein. On peut avoir de la rage ou de la colère face à certains événements, on peut avoir de l'agacement quand on lit certains textes. Eh bien, qu'est-ce qu'on en fait pour qu'il soit du côté de l'ouverture à la précarité de la vie et de la réponse à la précarité de la vie, et non pas du côté de la fermeture et de l'insensibilité, hein, non pas raidissement dans l'insensibilité. Or, c'est cela qui m'a frappé, c'est que Butler, elle formule cette question, et en même temps, lorsqu'on la lit, on peut avoir le sentiment qu'elle-même, alors deux choses, un, qu'elle assume d'être confrontée à cette problématique de que faire de ce type d'affect, que faire de ce type d'affect. Donc elle assume d'être confrontée à cette problématique, que faire de ce type d'affect, surtout quand on tient un discours qui assume au moins en partie d'être philosophique. Qu'est-ce qu'on fait de ce type d'affect quand on tient un discours qui assume au moins en partie d'être philosophique, mais qu'elle-même, alors c'est une hypothèse de lecture et au fond c'est à vous, chacun d'entre vous, de vous forger votre jugement sur cette question, mais qu'elle-même n'est pas indemne de cette idée que on pourrait lire dans son texte, effectivement, un mauvais gouvernement de ses affects, hein, des éléments qui semblent peut-être relever de cela même qu'elle dénonce. Alors évidemment, c'est une hypothèse, il faudra le lire, il faudra chacun par soi-même se faire son idée. Et évidemment, en proposant cette hypothèse, je ne peux pas moi-même ne pas vous dire que mon propre discours et ma propre lecture n'est pas à l'abri du risque lui-même de reproduire à l'endroit du texte de Butler peut-être cette défaillance dans la lecture, hein, qui consiste finalement dans ses propres affects à, si on est dans l'idée qu'il ne faut pas les dénier, les annuler, prétendre les annuler, mais qu'il faut trouver la manière de bien les gouverner, de manière à ce qu'ils soient gouvernés éthiquement, c'est-à-dire du côté finalement d'une capacité à l'ouverture à la vie vulnérable et à la vie précaire, et que je vous dis qu'à la fois elle le dit qu'elle-même dans ce qu'elle met en œuvre, peut-être elle n'est pas indemne du reproche de ne pas parvenir finalement à le mettre en œuvre. Évidemment, la lecture que je fais et que nous ferons ensemble, elle-même doit toujours avoir en tête ce risque pour elle-même. Alors, aujourd'hui, il s'agira juste de problématiser cette lecture, de problématiser ce questionnement. Premier point, dégageons les thèses principales de Butler à propos de ce qui fait une vie. Et je le répète, alors oui, si je ne vous l'ai pas dit, la bonne nouvelle relative, c'est que ce texte est en ligne, vous le trouvez en ligne. Bon. Je dis relatif, c'est pour les éditeurs. Cela dit, là, ces zones, hein, c'est l'éditeur lui-même qui propose voilà, le texte est publié en ligne.
ça ne vous interdit pas d'investir dans un livre de temps en temps. Par ailleurs, c'est possible. On travaille en recherche. Alors, donc, pour lire le texte, parce que ça va être vraiment le texte sur lequel nous allons nous concentrer, et à la fin de ce semestre, nous devons avoir réussi à lire ce texte, mais le lire, ce sera aussi lire un certain nombre d'autres textes avec lesquels ils discutent ou qui présupposent, etc. Donc on va faire ce travail ensemble. Mais aujourd'hui, et en première approche, sans revenir sur... enfin, sans... non pas revenir, mais sans nous diriger déjà vers la manière dont les thèses de Judith Butler sont fondées. Elles sont fondées comment? Grâce à quelles descriptions? Grâce à quels arguments? En discutant comment les autres auteurs? Tout ça, on va le travailler, on va le faire. Mais pour le moment, dégageons le noyau des thèses, simplement. Alors, la thèse massive, c'est que la précarité et donc la vulnérabilité de la vie, alors de la vie humaine, donc la précarité et donc la vulnérabilité de la vie humaine, mais ça veut dire que la vie dans son humanité, elle est finalement proprement humaine d'être d'abord une vie, c'est-à-dire une vie telle que la vie est partagée par tous les êtres vivants, c'est-à-dire précaire et vulnérable. Elle va s'occuper des vies humaines, mais les vies ne sont véritablement humaines que d'être des vies, c'est-à-dire précaires et vulnérables. Alors de partager avec les vivants cette caractéristique de la précarité et de la vulnérabilité. Donc, la précarité et la vulnérabilité de la vie, c'est ce qui permet qu'on en fasse le deuil. C'est ce qui permet d'en faire le deuil. D'en porter le deuil. Une vie qui compte, c'est une vie que l'on pleure. La vie qui compte, la vie qui a de la valeur en ce sens-là, en ce sens très simple, c'est la vie que l'on pleure. Et les vies que l'on pleure, dont on peut porter le deuil, c'est-à-dire les morts qui comptent. Une vie qui compte, c'est une mort qui compte. Réciprocité. La vie qui compte, c'est la mort qui compte. Certaines morts comptent plus que d'autres, c'est-à-dire certaines vies comptent plus que d'autres. Celles que nous pleurons. Eh bien, ces vies qui comptent, et le fait qu'elles aient de la valeur se manifeste en ceci qu'on en porte le deuil, ce sont des vies que l'on reconnaît comme des vies vivables. Ce sont des vies que l'on reconnaît comme des vies vivables. C'est-à-dire ce sont les vies que l'on reconnaît comme précaires et vulnérables. Ce sont les vies qu'on reconnaît comme précaires et vulnérables, dont on reconnaît la blessabilité. Je vais utiliser un néologisme qui n'est pas très beau, mais je pense que même c'est utilisé dans la traduction de Butler, qu'elles peuvent être blessées et qu'elles sont donc blessables et non pas simplement mortelles. Voilà, c'est ce qui permet la reconnaissance d'une vie vivable plutôt que digne d'être vécue. C'est peu dans le vocabulaire, hein, ça rejoint ce que souvent, dans certains débats éthiques, on se demande est-ce qu'une vie, telle vie est-elle digne d'être vécue? Ça rejoint bien le même problème, mais c'est une autre manière de le formuler. Une vie est-elle reconnue comme une vie vivable?
Et le terme de reconnaissance apparaît, vous le verrez apparaître dans Butler. Est-ce qu'une vie est reconnue comme une vie vivable? Le terme de reconnaissance apparaît. Et alors ça fera partie de notre travail que d'instruire une lecture fine du détail, de savoir jusqu'à quel point la pensée de Butler peut être identifiée comme une pensée de la reconnaissance. Donc, des vies reconnues comme vivables, c'est-à-dire reconnues dans leur précarité, leur vulnérabilité. Mais vous savez, en particulier qu'à partir de la philosophie d'Axel Honneth, il y a tout un massif de la philosophie contemporaine qui se construit comme philosophie de la reconnaissance. Et a priori, ces références-là ne sont pas celles de Butler, directement. Il y a une proximité sur certains points, mais en même temps, il y a... voilà, en tous les cas explicitement, elle n'entre pas spécialement en référence avec les philosophies de la reconnaissance, en discussion avec les philosophies de la reconnaissance, et surtout, il y a vraiment quelque chose qui devra être, que nous devons expliciter, c'est la permanence d'une lecture, d'un schème hegelien dans la pensée butlerienne. Ses premiers travaux portent sur Hegel dans la pensée, d'ailleurs dans le contexte français en particulier, dans le contexte de la pensée française. Et dans ce que je viens de décrire sommairement, dans quelle mesure sommes-nous capables de reconnaître une vie comme vivable, c'est-à-dire dans sa précarité, sa vulnérabilité, dans cette thèse, qu'y a-t-il qu'est-ce qui reste ou pas d'un schème hegelien, c'est-à-dire d'une dialectique de la reconnaissance? S'agit-il d'une version de la dialectique de la reconnaissance entre un sujet et un autre sujet? Voilà, ça sera à instruire, c'est notre premier cours, ce sera à instruire. À bien des égards, il y a explicitement la filiation, elle est manifeste. Le terme de reconnaissance est présent dans le texte de Butler. Elle dit « je reste hegelienne », la revendication de cette source, de cette pensée reste présente. Mais, à bien des égards, on peut marquer quand même d'emblée un écart, parce que, plus que d'une reconnaissance, il s'agit, avec la vie vulnérable et la vie précaire, d'un appel. Il s'agit d'un appel. Il s'agit de répondre à un appel. La vie vulnérable, la vie précaire et donc vulnérable, appelle. Et il s'agit de répondre à l'appel de la vie vulnérable et précaire. Il s'agit d'un appel, voire d'une interpellation. Il s'agit du schème de l'appel, voire de l'interpellation, plus que du schème de la reconnaissance. Le sujet est appelé, et même interpellé par la vie précaire, plutôt qu'il n'est toujours déjà pris dans une dialectique de reconnaissance avec une autre vie. Et cette interpellation, c'est un point important, elle dépossède toujours déjà le sujet de sa souveraineté. Être interpellé par la vie précaire, c'est, pour les sujets que nous sommes, le sujet que chacun d'entre nous est, mais le sujet aussi, les sujets collectifs que nous formons dans des communautés d'appartenance, des nous, eh bien, ces sujets sont toujours déjà dépossédés de leur souveraineté. Et cette notion de souveraineté, elle est, pour ainsi dire,
dont le contexte de surgissement est le registre politique, bien sûr, mais elle est exportée depuis le registre politique par Butler à un niveau proprement ontologique et même préontologique. C'est le propre d'un sujet que de se croire souverain. Alors il faudra aussi, là aussi, que nous regardions de près la notion de souveraineté, que de se croire souverain, et précisément s'il reçoit l'appel de la vie vulnérable, de se découvrir ne l'être jamais ontologiquement. Un sujet, c'est le dispositif qui se donne comme souverain et qui, s'il est ouvert à l'interpellation par la vue vulnérable, se découvre n'être en rien, ne relever en rien de la figure de la souveraineté. Mais réussir à faire l'expérience de cet appel par la vie vulnérable, le problème c'est que le problème fondamental de Butler, c'est que l'expérience de cet appel ne va pas de soi. Et réussir à faire l'expérience de cet appel, c'est reconnaître des liens toujours déjà noués dans la précarité. Je résume, je résume la thèse centrale. Si je résume, si je vais au cœur de l'intuition, qu'est-ce qu'une vie qui compte ? Qu'est-ce qu'une vie qui compte ? Une vie qui compte, c'est une vie perçue comme précaire et vulnérable et qui ainsi fait appel, qui ainsi interpelle. Dès lors qu'elle interpelle, le sujet ouvert à cette interpellation découvre qu'il est ce qu'il est qu'en n'étant pas souverain, qu'en n'étant en rien un souverain. Et dès lors qu'il éprouve cet appel, il éprouve des liens toujours déjà partagés avec les autres dans la précarité. Ce que nous partageons, c'est la précarité. Découvrant qu'il n'est pas souverain, dire qu'il découvre qu'il n'est pas souverain, c'est dire qu'il découvre qu'il est lui-même précaire et vulnérable. Donc la condition de possibilité, de réponse à l'appel de la vie précaire et vulnérable, c'est la capacité à se percevoir soi-même précaire et vulnérable. C'est la capacité à se percevoir soi-même précaire et vulnérable, non souverain, et dès lors faire l'expérience que les liens à tous les autres sont toujours déjà noués. Que les liens à tous les autres sont toujours déjà noués, et que ces liens toujours déjà noués avec toutes les autres vies vulnérables, expriment la précarité partagée. Finalement, la valeur éthico-politique de l'égalité, c'est l'égalité de la précarité partagée. Une vie, si elle est une vie, elle est précaire et vulnérable. Et ma capacité à répondre à l'interpellation par une vie précaire et vulnérable dépend de ma capacité à m'éprouver comme une vie précaire et vulnérable. C'est l'envers et l'endroit du même. Être interpellé par la vie précaire et vulnérable, cela ne se peut que si l'on est vie précaire et vulnérable. Être une vie précaire et vulnérable, se percevoir soi-même comme sujet, comme une vie précaire et vulnérable, c'est déjà entendre et dans une certaine mesure répondre à l'appel de la vie précaire et vulnérable.
Et c'est donc faire l'expérience du défaut de toute souveraineté, si la figure de la souveraineté, c'est une figure d'enfermement, d'autonomie. Hein, la représentation de la souveraineté, c'est le cercle fermé. Le souverain peut tout parce qu'il ne dépend en rien des autres. C'est une figure de la fermeture et de la clôture sur soi. C'est pourquoi la précarité, la vulnérabilité de la vie, c'est l'expérience même que des liens sont toujours déjà noués, que l'ouverture a toujours déjà eu lieu, et cela, c'est l'expérience même, et ces liens, ce sont des liens de précarité et de vulnérabilité. L'étoffe première du lien à tous les autres, c'est la précarité et la vulnérabilité. Et c'est pourquoi, au fond, c'est quelque chose que nous aurons à creuser, c'est le rapport entre l'éthique et la politique chez Butler. Mais ce qu'on voit déjà, et on le creusera, hein, ce rapport entre éthique et politique, on le creusera. Alors on peut le creuser à partir de deux choses. À partir du petit texte qui s'appelle Qu'est-ce qu'une vie bonne, et qui est le petit texte de son intervention lorsqu'elle a reçu le prix Adorno. Qu'est-ce qu'une vie bonne, petit texte de son intervention lorsque Butler a reçu le prix Adorno, et aussi à partir d'un autre livre qui s'appelle Récit de soi. Bon. Mais pourquoi donc rapport entre éthique et politique en tous les cas, ce qu'on voit dans ces rapports entre éthique et politique, c'est pourquoi finalement l'éthique est déjà d'emblée politique. C'est-à-dire qu'au fond, l'éthique comme réceptivité, à cet appel par la vie vulnérable, est déjà politique, au moins comme ceci, au moins en ces deux sens, comme reconnaissance du partage de la précarité. L'élément qui fait du commun, qui nous met en commun, c'est le partage de la précarité et de la vulnérabilité. L'élément que nous avons, que nous partageons, que nous avons en commun, c'est ce partage de la précarité et de la vulnérabilité. Et on voit pourquoi, donc c'est politique en ce sens-là, au sens de l'en commun, et c'est politique aussi au sens de la lutte. Lutte, combat, c'est d'emblée une pensée de la lutte, du combat, pour une coalition, c'est un terme qui revient souvent sous sa plume, pour une coalition de ceux, qu'il s'agisse de sujets individuels ou de sujets collectifs, de ceux dont la vulnérabilité, la précarité est occultée. Combat pour une coalition avec, en faveur d'eux et avec eux, ceux dont la précarité et la vulnérabilité est occultée et déniée par les sujets, individuels ou collectifs, qui, précisément, se constituent dans la fiction du sujet. Les sujets qui... Vous voyez, il y a toujours cette idée que qu'est-ce qui me fait être... Qu'est-ce qu'être un sujet véritablement? C'est être dans ce rapport de vulnérabilité partagée à l'autre, partager la précarité et la vulnérabilité, mais que le sujet tend toujours à croire se parfaire
c'est-à-dire à déjà se trahir, hein, le sujet tend toujours à croire se parfaire, c'est-à-dire à déjà se trahir, en se clôturant dans sa souveraineté. Je suis véritablement un sujet quand je partage la précarité, la vulnérabilité, que je suis toujours déjà sous le coup de l'appel par la vulnérabilité et la précarité. En fait, c'est là que je suis vraiment un sujet. Mais le sujet tend toujours à se parfaire, donc à déjà se trahir, dans la figure de la souveraineté. C'est-à-dire de la clôture sur soi, c'est-à-dire de l'occultation et de la dénégation de la vulnérabilité de l'autre et du partage de la vulnérabilité avec l'autre. Donc, la lutte politique, elle consiste dans la coalition avec les précarités, les vies précaires et vulnérables, dont la vulnérabilité et la précarité est occultée, déniée par ce qu'on pourrait appeler des subjectivations blessantes. Être une vie, c'est être blessable. Certaines vies sont... Être une vie, c'est être blessable. Certaines vies sont blessées. Et elles sont blessées particulièrement par qui? Par les subjectivités blessantes. Et les subjectivités blessantes, quelles sont-elles? Ce sont les subjectivités qui dénient la blessabilité. Quelles sont les subjectivités blessantes? Ce sont les subjectivités qui dénient la blessabilité, qui se pose donc dans la figure de la souveraineté, où, c'est intéressant, je le mets juste il y a deux manières, en fait, il y a deux manières jumelles de blesser l'autre en se constituant comme imblessable. Il y a deux manières jumelles de blesser l'autre en se constituant comme imblessable: se poser dans la figure du souverain ou se figer dans la figure de la victime persécutée. Parce que, au nom de sa position de victime, on peut aussi, finalement, adopter la même circularité de fermeture. Et ne plus être ouvert à la blessabilité de l'autre, tout entier concentré sur sa propre blessure, ou sur, d'ailleurs, la mémoire de sa propre blessure, etc. Donc, l'éthique est, de ce point de vue, d'emblée politique. Alors, une remarque, mais je vais y revenir dès après, mais une remarque d'emblée, c'est que, au fond, il y a trois registres qui dans les sources, dans les sources de pensée de Butler. Il y a trois registres. Il y a cette source hegelienne, dont je parlais tout à l'heure, mais qui entre quand même très nettement en tension avec la source lévinassienne, parce que la pensée lévinassienne, c'est une pensée absolument non dialectique, l'interpellation, parce que cette je ne trahis pas un grand secret, mais il y a effectivement une forte proximité entre cette idée d'interpellation par une vie vulnérable et l'interpellation par autrui, telle qu'elle est décrite par Lévinas. Donc là, il y a une tension entre un chef dialectique et une pensée absolument non dialectique. Pourtant, les deux sont mis au travail ensemble. Et évidemment, il y a une autre référence extrêmement présente, c'est la pensée foucaldienne. C'est la pensée foucaldienne. On décrit des processus de subjectivation. Butler décrit des processus de subjectivation. Et elle décrit les processus de subjectivation en proposant une lecture critique de la souveraineté.
et de la loi. Alors, ça, ce schème-là, l'idée que les sujets sont toujours des sujets en devenir qui se subjectivent et qu'il faut chercher des modes de subjectivation qui rompent avec la souveraineté et la loi. Donc ça, effectivement, on peut dire ça, enfin, c'est un schème foucaldien et cette couche foucaldienne est très présente dans le texte de Butler. Mais avant d'en venir à proprement cette question des matrices théoriques qui sont celles du texte de Butler, je voudrais faire un certain nombre de remarques sur cette thèse cette thèse qui dit les vies qui comptent, ce sont les vies vivables, c'est-à-dire reconnues comme précaires et vulnérables. Le premier point à noter, pour préciser un peu les choses, ou pour situer plutôt cette thèse butlerienne par rapport à d'autres qui pourraient lui ressembler, c'est qu'il ne s'agit pas d'une éthique de l'amour. Il ne s'agit pas de décrire, il ne s'agit pas d'une éthique de l'amour, il ne s'agit pas de décrire, par exemple comme Bergson, dans les deux sources de la morale et de la religion, il ne s'agit pas de décrire, par exemple comme Bergson dans les deux sources de la morale et de la religion, un élan. Il ne s'agit pas de rapporter l'éthique à un élan d'ouverture et d'association à l'autre qu'il faudrait attester. Ce n'est pas une éthique de l'amour au sens de Bergson. Il ne s'agit pas d'écrire ainsi. Enfin voilà, c'est en écart, c'est pas ce type-là de pensée. C'est pas non plus une éthique de la compassion ou de la pitié. C'est pas non plus une éthique de la compassion ou de la pitié. Cette fois, les deux références, ce serait Rousseau. Je suis abusif là, mais je vous laisserai regarder si vous voulez approfondir. Rousseau et Schopenhauer. Pas une éthique qui valorise une capacité à se mettre à la place d'autrui. On n'a pas du tout formulé les choses dans ces termes. Ce n'est pas non plus, même s'il y a des proximités, mais j'ai été frappé, alors on regardera plus soigneusement, peut-être que des choses m'ont échappé, mais je crois qu'elles n'entrent quasiment jamais en discussion avec les éthiques du Caire, de ce qu'on appelle les éthiques qu'on appelle du Caire, comme celle de Johan Tranto ou Carole Gilligan. Vous pouvez regarder ça si vous voulez situer. Le Caire. Johan Tranto. Elle discute peu ou pas avec ce type d'auteur, et alors dans les proximités, pourtant, il y a des espèces de points de contact avec les éthiques du Caire. Il y a cette manière de mettre au centre, je ne sais pas si centre convient bien, mais de désigner des sujets qui sont non souverains, non autonomes, qui sont toujours pris dans des attachements affectifs avec les autres, des sujets non souverains, non autonomes, qui sont toujours déjà pris dans des attachements affectifs avec les autres, et attachements affectifs où ce qui compte, c'est la vulnérabilité. L'éthique du Caire, c'est une éthique par laquelle ce sont des éthiques dans lesquelles je suis interpellé par la vulnérabilité d'autrui. Donc il y a bien un point de proximité.
Mais c'est vrai que dans les éthiques du Caire, et cela elle le partage avec par exemple, avec ces philosophies de la pitié et de la compassion, il y a cette idée quand même que c'est un pouvoir du sujet. Pouvoir se mettre à la place d'autrui, c'est encore un pouvoir du sujet. Et là, on n'est pas du tout dans ce type-là de description. Un autre point important que je vais creuser, et vous l'aurez compris, et qui est pourtant, là encore, un point de tangence entre les éthiques du Caire et celle de... cette éthique de la vie précaire, c'est, autre point important, c'est que l'éthique s'ancre dans la perception. Percevoir une vie comme vulnérable. Tout à l'heure, justement, je mettais en tension, parce que c'est comme ça dans le texte de Butler, je mettais en tension l'élément de la reconnaissance, reconnaître une vie comme vulnérable, et en fait l'élément de la perception. C'est déjà à même la perception, dans la perception, que retentit l'appel par la vulnérabilité d'une vie. Et cela, ça c'est un schème commun avec les éthiques du Caire. Des éthiques du soin, ou ce type d'éthique-là, Gilligan, Tronto, eh bien, enracine l'exigence éthique dans la perception. Alors, et évidemment, ce qu'elle a en commun avec toutes ces éthiques, dont pourtant je la distingue, c'est de ne surtout pas réinstaller au centre l'individu autonome, et surtout pas l'individu autonome rationnel, que ce soit de ne pas construire l'éthique à partir d'un individu autonome, rationnel, qui soit calcule, soit obéit à la loi morale, soit calculateur, soit qu'il obéisse à la loi morale. Alors on les oppose généralement, l'individu rationnel et calculateur et l'individu qui obéit à la loi morale de type kantien, mais enfin, les deux placent au centre une figure de l'individu autonome. Et alors là, aussi bien avec Butler qu'avec les équipes du Caire, on a un refus effectivement spécifique de ce genre de choses. Donc, bon, il faudra situer cette pensée par rapport à des pensées qu'elle peut, des pensées autres qu'elle peut croiser et dont néanmoins elle s'écarte sur des points décisifs. Un point sur lequel je voudrais insister et que je n'ai pas dit et qu'il faudra avoir au cœur de notre lecture, c'est que cette description de la vie comme vie précaire et vulnérable, c'est-à-dire comme vie vivable, c'est une description de la vie qui la décrit immédiatement comme survie. On est dans une pensée de la survie. Et un des chapitres, le deuxième chapitre par exemple, le deuxième chapitre de ce livre qui va être votre livre de chevet pendant, enfin l'un de vos livres de chevet, et puis ça tombe bien, il est en ligne, c'est-à-dire votre ordinateur de chevet pendant quelques semaines. Donc le deuxième chapitre s'intitule Survivabilité, vulnérabilité, affect. La question, c'est celle de la survivabilité. Et bon, alors pour ceux qui avaient déjà suivi des précédents séminaires, j'ai fait un séminaire pendant longtemps sur la figure du survivant dans la phénoménologie française contemporaine, et on retrouvera, on va voir au sein de la pensée de Butler, on va voir une tension s'exprimer que ceux qui avaient suivi ce séminaire ont déjà vu s'exprimer, c'est la tension entre la survie comme liée à la thématique de la vulnérabilité. Vivre, c'est toujours demander à survivre. Vivre, c'est demander à survivre. C'est demander à l'autre, reconnais-moi comme précaire, c'est-à-dire déjà aide-moi à survivre. Reconnais-moi comme précaire, c'est-à-dire aide-moi à survivre. Mais pour le sujet interpellé, c'est toujours aussi
de sa survie qu'il s'agit. Et pour le sujet interpellé, donc il s'agit de sa survie, si je m'oriente non pas du côté de la réceptivité à l'appel de la vulnérabilité et de la réponse à l'appel de la vulnérabilité, mais si je m'oriente au contraire du côté de la fermeture, je m'oriente vers une autre figure de la survie, qui est je dois survivre à tout prix, c'est-à-dire ma survie plutôt que celle de l'autre, et peut-être ma survie contre la vie de l'autre. Et l'incapacité à s'ouvrir à la vulnérabilité de la vie, de la vie vulnérable, cette incapacité, elle s'exprime souvent au nom de la survie. Je dois me défendre de l'autre. Ma survie est en jeu. Je ne peux pas écouter sa demande parce que ma survie est en jeu. D'où l'ambiguïté fondamentale, radicale du terme de la survie, du thème de la survie, qui est à la fois le thème même de l'éthique, si la survie, c'est la demande de la vie vulnérable, et qui peut être le thème même de la négation de l'éthique, si la survie, c'est au nom de ma survie, rien ne doit être entendu, et surtout pas l'appel de la vie vulnérable. Et donc cette circularité est au cœur de la pensée de Butler. Ce qui me mène vers le deuxième point important, le deuxième volet de cette thèse butlerienne, ce qui me mène vers le second volet de cette thèse butlerienne, est en jeu la perception et même la perceptibilité. Il y a dans la thèse butlerienne cette précision, l'interpellation par la vulnérabilité et la précarité de la vie implique, ou peut-être plus précisément suppose, qu'une vie soit perçue comme vulnérable et précaire. À quelles conditions percevons-nous une vie comme vulnérable et précaire? À quelles conditions percevons-nous une vie comme vulnérable et précaire? Plutôt que, même si, je le disais tout à l'heure, même si la notion de reconnaissance est utilisée par Butler, plutôt que reconnue comme vulnérable et précaire, ou identifiée comme vulnérable et précaire, il faudrait dire, la vraie manière butlerienne de poser le problème, c'est à quelles conditions une vie peut-elle être perçue comme vulnérable et précaire? Et c'est-à-dire susceptible du deuil. Je vous rappelle que c'est ça le point de départ. C'est-à-dire susceptible du deuil. C'est-à-dire telle que nous la pleurions, telle que nous puissions la pleurer. Ça veut dire que être susceptible, être dans la susceptibilité, être dans cette capacité, cette puissance, cette puissance au sens
d'une capacité passive, hein, cette empuissance être en puissance d'être affecté par, la vulnérabilité d'une vie, cela est subordonné à notre capacité de percevoir. Ça, c'est un point très important dans la thèse proposée par Judith. Être en puissance être en puissance d'être affecté par la vulnérabilité d'une vie, cela est dépendant de notre capacité à percevoir. Et la thèse de Butler se continue de la manière suivante. Cette capacité à percevoir, elle est toujours déjà informée. Elle est toujours déjà informée. Elle est mise en forme. Notre perception est mise en forme. Notre perception est mise en forme. Il y a une notion très importante de ce point de vue-là, hein, que vous croiserez dans le texte, c'est la notion de cadre, de cadrage. Frame, framework, cadre, cadrage. Nous ne serons interpellés par la vulnérabilité d'une vie qu'à partir du moment où nous l'aurons perçue comme telle, et nous ne la percevons comme telle qu'au travers d'un certain nombre de médiations qui mettent en forme notre perception. Un certain nombre de médiations qui mettent en forme notre perception. C'est pourquoi notre perception elle est formée pour qu'elle soit, d'après Butler, affectable par la vulnérabilité de telle ou telle vie, mais pas de telle ou telle autre, ou moins de telle ou telle autre, parce qu'elle est subordonnée à un certain nombre d'effets de cadrage qui laissent hors cadre un certain nombre de vies. Donc, massivement, même si elle ne le dit pas comme ça, on peut dire que quand on travaille aujourd'hui, non, je m'exprime mal, c'est une naïveté de dire quand on travaille aujourd'hui, massivement, même si elle ne le développe, vous le verrez, elle le développe assez peu hein, dans ces termes-là, mais on peut dire dans la pensée de Butler, il y a cet implicite que dire que notre perception est toujours déjà informée, ça veut dire qu'elle n'est au fond jamais naturelle, que c'est une fiction l'idée d'une perception pure ou naturelle, et que donc elle est toujours déjà technologiquement informée. Alors techniquement informée, aujourd'hui technologiquement informée, mais il y a, du fait des différents types de médias et des différentes utilisations des différents types de médias, alors c'est soit lié à un niveau direct à la technologie, nous pouvons voir ce que nous ne pouvions pas voir avant, mais nous voyons certaines vies plutôt que d'autres, où nous voyons certaines vies d'une certaine manière plutôt que d'une autre manière, grâce aux dispositifs technologiques ou au travers des dispositifs technologiques contemporains. Et toujours, c'est un petit peu le présupposé de son analyse, il n'y a pas de dispositif technologique ou d'usage d'un dispositif technologique qui ne produisent pas du cadre, du cadrage.
et qui par là trie entre les vies, celles qui sont montrées comme affectables et celles qui sont rendues invisibles ou montrées autrement que comme vulnérables. Elles ne sont pas montrées comme des vies vulnérables. Bon, elle a travaillé beaucoup. Alors, on reprendra ça peut-être plus en détail, mais vous voyez, effectivement, elle a travaillé sur la manière, à partir même, vous verrez dans le livre, de la question simplement de la photographie et des types de photographies qui sont prises. À la manière, par exemple, dont on a diffusé des photographies de Saddam Hussein, alors je ne sais pas, peut-être au moment de la guerre d'Irak, à la manière dont il était cadré. De manière, dit-elle, à ce qu'il n'apparaisse pas comme une vie vulnérable. Ou le fait que, effectivement, après des attentats qui ont lieu dans des pays occidentaux, on va montrer des visages. On montre, hein, vous vous souvenez, dans Libération, dans d'autres médias, le fait qu'on montre les visages. Et qu'on montre les visages en donnant les noms propres. Manière de cadrer des vies vulnérables. De rendre visibles certaines vies comme vies vulnérables. Mais l'effet de cadrage est tel que, effectivement, de multitudes d'autres vies qui ont été blessées et détruites n'auront pas été montrées comme, présentées comme, cadrées comme des vies vulnérables, donc susceptibles d'être pleurées, donc qui comptent. Alors il y a la question des dispositifs technologiques et de la manière dont ils informent notre perception, et soit comme dispositifs même, soit dans les usages qui en sont faits. Est-ce que donc le séminaire va, il y a 2 heures de séminaire. Vos vies vulnérables et affectables ont besoin de 5 minutes de pause? Oui. Alors, on va faire, ça sera l'usage, puisque c'est 2 heures, on va quand même faire une pause, mais on fait vraiment 5 minutes, d'accord? Pas un quart d'heure. Et à l'issue de ces 5 minutes, à l'issue de cette séquence-là, voilà, s'il y a des questions à poser, voilà, pour un petit moment de retour sur cette première, séquence, n'hésitez pas à poser des questions. Je vais récupérer les fiches. Très bien. Donc, là, au fond, voilà, rapidement, j'ai exposé finalement la thèse de Butler. Est-ce que, déjà à partir de cette première série d'éléments, est-ce que vous avez des réactions, des questions, des éléments de discussion, des points à clarifier, étant entendu que j'ai choisi de procéder comme ça, de présenter une espèce d'intuition que nous allons redéployer en suivant les textes de manière plus détaillée. Non? Oui? Alors allez-y, puis en fait, du coup, elle parle de la vie en général. Excusez-moi, parlez suffisamment fort, puisque d'autant pour tout le monde ici, puis d'autant que le cours est enregistré, que souvent, voilà, quand la parole vient de la salle, elle est moins audible pour les auditeurs à distance. Donc, après, c'est conseil, je vous redonne la parole. Du coup, elle parle de la précarité de la vie en général. Elle dit que c'est pas comparable à l'empathie, à la compassion. Mais du coup, est-ce que ça veut dire que cette vulnérabilité, on la ressent aussi en regardant par exemple une fougère? Et est-ce que ça veut dire qu'on reconnaît la vulnérabilité de la fougère aussi? Ou est-ce qu'il y a une idée de conscience
vous verrez que ponctuellement, elle aborde ce type de questions qu'on pourrait dire, qui sont des questions de philosophie de l'écologie, de philosophie du vivant, et dans quelle mesure on peut installer les sujets animaux comme des sujets dignes de considération éthique, précisément à partir du critère du sentir. C'est un débat extrêmement massif, classique aujourd'hui. Elle y touche ponctuellement, mais on ne peut pas dire qu'elle s'y attarde spécialement. Et je vous ferai deux réponses. Bon, disons que ce n'est pas son problème, hein, mais qu'ensuite elle n'éprouve pas en tous les cas le besoin, parce qu'elle pense d'emblée finalement d'abord, toute cette question, je ne l'ai peut-être pas suffisamment dit, hein, cette question de la précarité de la vulnérabilité de la vie comme critère pour une vie dont on peut faire le deuil, elle la pose à partir de la considération des conflits et en particulier des guerres contemporaines. Donc on est dans ce cadre-là. Elle dit bien qu'en fait, ça amène à poser le problème à un niveau suffisamment fondamental pour qu'on ait des questions qui soient partagées, même avec des questions, alors là vous posez des questions de philosophie de l'environnement, mais ça peut être des questions de bioéthique. Hein, à partir de quand considère-t-on qu'une vie est une vie vivable, hein? Alors là, on peut poser toutes les questions qu'on veut de bioéthique autour du statut de l'embryon, autour... voilà. Et ce que je vous ferai comme réponse, c'est qu'elle ne se pose pas vraiment, je n'ai pas vu dans le texte de moments où elles se disent, mais au fond, est-ce qu'on peut distinguer des questions d'intensité? Parce qu'en fait... vous savez que dans la manière dont on formule le débat, au moins dans tout un certain type de philosophie de la vie et de l'animal, c'est peuvent-ils souffrir? Can they suffer? À partir de Bentham, et donc, est-ce que dès qu'il y a de la souffrance, tout ce qui est déployé autour de la vie précaire et vulnérable se déploie? Alors ensuite, est-ce qu'une fougère souffre? Ce serait précisément, elle ne poserait pas la question, elle ne traite pas ce débat, elle ne rentre pas dans ce genre de questions. Ce serait pas, la question du coup ne serait pas est-ce qu'une fougère souffre? Si vous vouliez en faire quelque chose de cette philosophie, dans ce genre de débat-là, ce serait pas est-ce qu'une fougère souffre ou pas, à partir de quand est-on dans un degré suffisant de sensibilité pour se dire bon, c'est terrible d'élever des poulets en batterie, mais finalement peut-être des huîtres c'est pas très grave parce qu'on n'est pas dans le même degré de sensibilité, etc. Bon, c'est à partir de quand est-ce que je perçois une vie comme vulnérable? C'est-à-dire c'est pas la souffrance installée, c'est pas la capacité de souffrir dans un sujet qu'il s'agirait d'évaluer, il s'agit là d'emblée de réfléchir sur notre capacité à percevoir une vie comme vulnérable. Ensuite, ensuite, elle est centrée, focalisée sur la question des conflits interhumains, et elle ne pose pas, à ma connaissance, spécialement la question de l'extension du cercle au-delà de l'humain de la problématique. Mais une vie vulnérable, ce qui est intéressant, ce que je disais tout à l'heure, c'est que la vie humaine ne vaut, on en porte le deuil, que parce qu'elle porte ce trait qui n'est pas un trait propre de l'humain, mais un trait propre de la vie. Être vulnérable, être précaire et vulnérable. Ce n'est pas un trait propre de l'humain, c'est un trait propre à la vie. Oui. Donc, en tous les cas, c'est pas anthropocentré en ce sens-là. Voilà. Alors, deuxième réaction quand même à votre remarque. C'est juste que ça m'a fait penser que j'ai peut-être oublié de dire un point qui est extrêmement important dans la présentation de cette thèse. En formulant votre remarque, il y a quelque chose qui me semble décisif. Tout à l'heure, quand je disais, ce n'est pas une philosophie ce n'est pas une éthique de la
compassion ou de la pitié, et ce n'est pas une éthique de l'amour. L'amour pensé comme un moteur dynamique, un élan qui nous porte et nous ouvre comme c'est le cas chez Bergson. Il est très important de pointer que Butler insiste même sur le fait que vivre, c'est avoir affaire c'est devoir, plus exactement, vivre avec ceux que nous n'avons pas choisis. Vivre une vie humaine, c'est vivre. Alors ça, injectez-le dans le moment du cours où j'ai oublié de le dire, quand j'ai dit c'est pas une philosophie de l'amour, je voulais aussi dire, et c'est très important, que cette question d'être interpellé par une vie vulnérable, c'est une question qui se pose pour nous dans notre rapport à toutes les vies, à celles que nous n'aimons pas. Le problème n'est pas d'aimer ou pas. Pour autant que vivre, c'est toujours composer avec la vie des autres, c'est-à-dire composer avec des vies qu'on ne choisit pas. La donne initiale dans laquelle se pose cette question, la donne initiale dans laquelle se pose cette question de la capacité à percevoir une vie comme vulnérable, c'est une donne initiale qui est telle que la question n'est pas d'aimer ou pas, parce que plus primordialement, le fait est que notre condition, c'est de ne pas pouvoir choisir avec qui nous vivons. Il y a les autres. Il y a les autres qui, la plupart du temps, nous dérangent. On doit composer. Et c'est à l'intérieur de cette espèce de vue extrêmement lucide sur le rapport qui est noué entre les différentes vies que la problématique de la perceptibilité d'une vie vulnérable se pose. Donc voilà, c'était, vous voyez, c'est tout à fait contingent, mais il y a un élément de ma réponse qui n'est pas du tout une réponse à votre question, mais votre question a fait surgir chez moi voilà, j'avais oublié ce point qui est décisif en fait, quand même dans l'élaboration de la thèse de Judith Butler. Alors, il y avait 2-3 questions, comprendra brièvement, j'ai vu 2 ou 3 moins se lever, comprendra brièvement, pour que je puisse finir au moins cette première séquence de cours aujourd'hui. Alors, vous pouviez dire, c'est bon, ça y est. Ça, c'est toujours une manière de régler les questions, c'est en fait de répondre un peu. Pour différentes raisons, soit parce que effectivement au détour d'une autre question, un élément de réponse a été apporté, soit parce que finalement on se dit que c'est pas si important que ça, ou bien la question serait. Donc il y avait 2 autres questions, oui, est-ce que ça pourrait pas être de l'amour? Parlez suffisamment fort de votre part. Est-ce que ça pourrait pas être de l'amour, justement, déjà de considérer les vies comme une vie vulnérable? Bon, alors là, c'est vraiment une question ensuite de définition de termes, mais si vous prenez dans amour l'idée, si dans la notion d'amour, il y a l'idée que, par exemple, on veut le bien, on veut du bien à l'objet de notre amour. Que dans l'amour est en tous les cas compris ceci que on veut le bien pour la vie qu'on aime, au point d'ailleurs, dit-on, de préférer le bien de la vie qu'on aime à son propre bien. Bon. Si on a une définition un petit peu haute de l'amour, ou alors si on décrit comme Bergson l'amour comme un élan positif qui nous porte vers, vous voyez,
dès qu'on donne un contenu un petit peu élaboré à la notion d'amour, eh bien, clairement, il s'agit de décrire une situation existentielle qui est plus originaire et en un sens moins élaborée que l'amour, et en un certain sens plus originaire, c'est-à-dire on peut ou pas, finalement on peut aimer ou ne pas aimer telle ou telle vie. L'interpellation par la vulnérabilité de la vie d'autrui, enfin de la vie, des vies vulnérables, eh bien cette interpellation, elle est plus originaire. Elle ne suppose pas qu'en plus je l'aime. Hein. L'amour viendrait en plus. Bon, même, elle doit valoir, et c'est ça qui fait ça, c'est ça qui du coup va faire sa force d'universalisation. Elle doit valoir dans toute situation, indépendamment du fait que j'aime ou pas. Ça doit pouvoir nouer les rapports de tous les êtres humains entre eux, indépendamment du fait que j'aime ou pas, qui viendra en plus ou ne viendra pas. Bon, maintenant il est vrai, et c'est un autre débat, que par exemple chez Lévinas, il y aurait une ambiguïté là-dessus, puisque Lévinas pourra nommer cette interpellation éthique originaire, dans certains moments de sa pensée, il pourra la nommer amour. Donc il pourrait y avoir un recouvrement, c'est vrai, dans certains cas. Voilà. Mais oui, un élément de réponse. Oui, vous vouliez... En fait, c'est un peu plus ou moins la même question. Je pensais juste par rapport, comme vous disiez... Excusez-moi, à nouveau, je vais vous demander de parler. Comme vous distinguez, disons, cette éthique de l'éthique de l'amour de Bergson, en fait, j'avais l'impression qu'en même temps, on a un peu... on retrouve un peu le même geste chez Bergson dans la distinction entre la clôture et l'ouverture, par exemple, et quand il va parler d'amour, et qui va être... L'amour va être, disons, la définition de l'âme ouverte, quoi, de la morale ouverte. Et il explique bien à ce moment-là, c'est intéressant parce qu'il dit que cet amour-là, il n'a pas d'objet. C'est-à-dire qu'il dit que c'est à défaut seulement que je dis que c'est un amour de l'humanité. Mais il faut bien comprendre qu'en fait, c'est pas l'amour, c'est pas l'humanité au sens du genre humain. Parce que cet amour, c'est pas. C'est parce qu'il y a un passage à la limite qui fait qu'en fait, c'est pas une extension de l'amour. De la famille, de la patrie, je sais pas, de la nation, qui ensuite atteindrait l'humanité. Mais en fait, qu'est-ce que c'est cet amour? C'est une espèce de conscience en fait, j'avais l'impression qu'il était assez proche parce que c'est le mystique qui incarne cet amour, et en fait, le mystique a conscience de l'effort créateur, de l'élan vital, en fait, qui lie tous les êtres, en quelque sorte. Et donc, alors la vie n'est pas pensée comme vulnérabilité ou précarité, mais en même temps j'ai l'impression que c'est une espèce d'éthique qui est aussi fondée sur la vie, quoi, finalement. Oui, alors ce que vous dites là est vraiment très intéressant à un double titre. D'abord, il faudrait peut-être reconsidérer ce que j'ai dit ça dépend, c'est toujours le problème des propos un peu généraux, ça dépend de ce qu'on appelle philosophie de l'amour, mais même chez Bergson, en prenant cet exemple-là. Alors, ce qui est sûr, c'est que, effectivement, vous avez raison, l'amour n'a pas d'objet précis, même chez Bergson, et ça ne peut pas être l'amour de l'humanité, mais néanmoins, il est décrit comme la vie même, comme une puissance affirmative et créatrice. Alors ça, c'est cette idée d'une vie comme puissance affirmatrice et créatrice, la vulnérabilité de la vie et la précarité de la vie est presque aux antipodes. Enfin, j'exagère peut-être, mais en tous les cas, la vie précaire, c'est une vie au contraire toujours proche de mourir, de se réduire, et du coup, ma perception ma capacité à percevoir une vie vulnérable, une vie comme vulnérable, elle se distingue vraiment très fortement de l'idée d'une puissance affirmative qui me traverserait.
Hein, voilà, ça c'est sûr, hein, de ce point de vue-là, là, il y aurait une distinction. Mais au fond, j'ai présenté, hein, cette idée de l'interpellation par la vie vulnérable, je l'ai présentée comme peut-être plus originaire que l'amour, hein, comme une espèce de situation initiale de notre rapport aux autres, plus nue que l'idée d'un transport par une puissance affirmative qui me porterait vers l'autre. Je pense qu'il y a ça, mais peut-être qu'au fond c'est contestable, et qu'on peut dire chez Bergson il y a un contenu finalement intégralement positif du rapport à l'autre, comme au fond je suis transporté par l'amour, c'est-à-dire l'élan vital au travers de moi se déploie et s'associe toujours. Hein, il y a ce contenu quand même, c'est que la vie associe les vivants les uns aux autres. Il y a la morale de l'ouverture chez Bergson, elle présuppose, elle prétend le fonder, elle le présente comme fondé, mais elle a ce volet que la vie crée et s'associe. Tandis que finalement, mais au fond, peut-être qu'au fond, ce sont deux descriptions qui sont sur le même plan et qu'il n'y a pas lieu d'arbitrer et de présenter une comme plus originaire de l'autre comme je l'ai fait. Je ne sais pas, c'est vraiment... Il faut réfléchir à ça. Tandis que chez Butler, il y a quand même plutôt l'idée que la vie est vulnérable, que la vie est précaire, que la vie est... que la vie n'est vie que précisément parce qu'elle est toujours au bord de l'effondrement, de se perdre comme vie. Et que l'interpellation par cet effondrement de la vie, ça vient me requérir, et c'est pas du tout un élan qui part de moi, ou qui me traverse, et qui va vers. Ça s'impose à moi. Ça s'impose à moi, et ça s'impose tellement à moi que c'est une des donnes importantes de sa description que de dire... D'ailleurs, j'ai à cohabiter avec les autres, j'ai à composer, je ne choisis pas les autres, ils s'imposent à moi, souvent ils me dérangent, et c'est au sein de cela que, néanmoins, je dois être capable d'entendre l'interpellation par la vulnérabilité de la vie. Ça fait quand même deux... Vous voyez, mais vous avez raison, c'est toujours la vie qui va être quand même... bah oui, ce sont peut-être en tous les cas deux... Voilà, c'est la vie qui est... au centre, et c'est la vie qui est mesure, hein, qui mesure l'attitude éthique. Ce qui veut dire aussi d'ailleurs, je suis en train de perdre le moment, je vais dire deux choses ou trois à la fois, donc finalement je me retrouve avec plus aucune en tête, mais du coup, si la vie... Oui, ce que je voulais vous dire, c'est que ce que votre question marquait et pointait, que nous aurons à explorer, c'est que cette description de la vie chez Butler, comme précarité, elle applique la mort au cœur de la vie. Cette vie précaire, c'est une vie habitée par la mort. Ce qui évidemment est... bon, alors on ne va pas ouvrir une lecture comparée de Butler et Bergson maintenant, mais ce qui n'est pas... Enfin, vraiment, ce qui n'est pas du tout le cas chez Bergson. Enfin. Mais la clôture et l'ouverture, c'est quand même un peu... Oui, de ce point de vue-là, oui, c'est vrai. Il y aurait l'idée de la fermeture. Oui, clôture et fermeture. Mais, en tous les cas, justement, alors si moi je tire le fil que je suis en train de tirer, et ça va nous rapporter d'ailleurs au second point que je voudrais vous dire au moins aujourd'hui avant que nous nous séparions, c'est que voilà, c'est l'importance dans les sources de Butler de la référence à la psychanalyse et finalement à la pulsion de mort. C'est cette vie précaire, cette vie vulnérable, elle n'est pensée dans sa précarité et sa vulnérabilité, elle est pensée dans sa précarité et sa vulnérabilité depuis quelque chose comme la prise en compte de la pulsion de mort. Et là, on est quand même très très loin de l'espèce de caractère absolu de la puissance vitale chez Bergson. Bon, alors le propos est un peu abusif, mais enfin bon, c'est un séminaire de M2, mais vous pouvez essayer d'aller voir les textes, si ça vous intéresse,
les textes de Bergson dans les deux sources de la morale et de la religion sur la vie, que vous trouverez sans difficulté dans le livre, parce qu'il y a des sous-titres qui indiquent qu'on peut trouver des morceaux importants de ce point de vue-là. Alors, je voudrais maintenant, après avoir présenté massivement la thèse butlerienne, je voudrais souligner qu'un des points importants dans notre lecture, ce sera de surveiller la manière dont Butler reprend et discute d'autres auteurs. Donc, deuxième point, deuxième grand point dans ce cours problématisant introductif, la manière dont Butler reprend et discute d'autres auteurs. J'y reviendrai, je pense, en début de séquence prochaine. Là, je vais dire comme ça, hein, la Butler à laquelle nous nous intéressons, c'est la Butler du début des années 2000, enfin voilà, 2000-2010. Les deux livres qui sont au centre de notre travail, c'est celui-ci, donc Ce qui fait une vie, c'est aussi Vie précaire, donc deuxième, en second rang, hein, puisqu'on va surtout lire des textes de celui-ci, mais voilà, dans votre travail, lisez Vie précaire. À chaque fois, ce sont des réunions d'essais. Donc ce sont des livres où il y a assez peu de progressivité interne. C'est plutôt des livres qui travaillent autour du même thème, en l'abordant sous différents angles. Bon. Et cette Judith Butler-là, celle de Vie précaire et de Ce qui fait une vie, ce n'est pas la Judith Butler qui est rentrée dans la célébrité. Elle est rentrée dans la célébrité par autre chose, par essentiellement ce livre-là, Trouble dans le genre. Donc, le premier grand travail de Judith Butler, et je vous demanderai pour la fois prochaine, là je vous demande quand même d'accompagner vraiment pour que ce soit efficace et utile. Je vais un tout petit peu américaniser le séminaire, c'est-à-dire que ce soit moins magistral, et que, en souhaitant que vous ayez vraiment lu les textes, et donc qu'on puisse vraiment les discuter lors de chaque séance. Donc pour la fois prochaine, je le dis dès maintenant, j'aimerais que vous puissiez avoir lu la conclusion, qui n'est pas très, très longue, qui s'intitule De la politique et la parodie, la conclusion de Trouble dans le genre, s'intitule De la politique et la parodie. Et je donne tout de suite le programme de lecture pour la fois prochaine, c'est ce de quoi nous partirons. Et dans Ce qui fait une vie, le texte en ligne, l'introduction, vie, deuil et précarité. L'introduction, vie, deuil et précarité. Ainsi que le dernier chapitre. Donc l'introduction, vie, deuil et précarité, ainsi que le dernier chapitre qui s'intitule L'appel à la non-violence. Donc essayez d'avoir lu, moi j'aurais bien lu ça, essayez d'avoir lu ces textes, puisque nous repartirons de ces textes, et que pour les discuter ensemble, si vous les avez en tête, c'est bon. Donc, je ferme cette parenthèse de programmation du prochain séminaire, et ce que je vous disais, c'est que la première Judith Butler, c'est celle qui pense donc le trouble dans le genre. Trouble dans le genre. Son objet premier, c'est de déplacer et renouveler les combats féministes. Je vous rappelle quelques éléments, quelques généralités. C'est que l'objet premier de la pensée de Judith Butler, c'est de déplacer et renouveler les combats, disons comme ça, les études féministes et les combats féministes, depuis la prise en compte du queer, depuis la prise en compte des sexualités non hétéronormées. LGBT, lesbiennes, gays, bi, trans.
et qui effectivement déplace, transgresse, ou en tous les cas, déplace la norme hétérosexuelle. Et donc, cette Judith Butler-là, et c'est ce dont on prendra la mesure la fois prochaine quand même, parce que c'est si je puis dire, le terreau initial de sa pensée, même si on s'intéresse à un autre moment de sa pensée, il faut qu'on ait pris contact avec ce point de départ. Cette Judith Butler-là, elle pense sur fond hegelien, hein, je le disais tout à l'heure, c'est-à-dire toujours quand même en préservant quelque chose du champ dialectique de la reconnaissance. Elle pense essentiellement à partir de Foucault, à partir de l'idée qu'il s'agit de décrire, des régimes de subjectivation, et donc à partir de la norme, à partir de l'idée foucaldienne de norme par distinction avec celle de loi. L'idée foucaldienne de norme par distinction d'avec celle de loi. Et vous pouvez vous rapporter à surveiller et punir. Et toute la critique de la souveraineté, de la notion de souveraineté que j'évoquais tout à l'heure, elle a une provenance foucaldienne. Il s'agit pour Judith Butler de montrer que les sujets que nous sommes sont produits par des normes, que la subjectivation est le produit d'effets de normativité, la subjectivation est le produit d'effets de normativité, et que le sujet, il est à la fois produit et contraint par la norme. La norme, c'est ce qui lui fait violence, mais la norme, c'est aussi ce qui le produit comme sujet. Cette circularité, la norme, c'est ce qui lui fait violence, mais c'est aussi ce qui le produit comme sujet. Bon, je résume sommairement, on le reprendra un peu plus précisément, l'idée foucaldienne, et que donc, dans ce qu'elle décrit, il s'agit de voir, il s'agit de scruter la manière dont les sujets peuvent jouer avec les normes qui les produisent, peuvent déplacer les normes qui les produisent. Comment finalement l'acte de liberté d'un sujet, c'est pas un libre arbitre qui s'opposerait à la toute-puissance d'une souveraineté, hein. Ça c'est l'ancien schéma, un libre arbitre qui s'oppose à la toute-puissance d'une souveraineté. C'est pas les termes du débat ne sont pas ceux-là. Un sujet est toujours déjà produit par des normes qui le font exister autant qu'elles le contraignent, et il a, pour se subjectiver dans le sens de la désaliénation, il a à faire bouger les normes, à les déplacer. Donc, là je l'ai dit extrêmement sommairement, on le reprendra la prochaine, mais cette pensée de la vie précaire que nous avons dans un premier temps décrite, la pensée butlerienne de la vie précaire, elle ne rompt pas les amarres, hein, elle ne coupe pas avec cet ancrage foucaldien. Une partie de la description butlerienne, au sein même de la description donc, de la vie précaire, continue de mettre au travail des descriptions foucaldiennes de ce type. Mais il est vrai que d'autres références passent au premier plan et s'entrelacent à elles. C'est pour ça qu'on reviendra ponctuellement vers Trouble dans le genre, pour prendre la mesure de ce point de départ foucaldien. Et vous savez qu'il y a ici, beaucoup plus grands spécialistes que moi. Mais nous allons prendre la mesure de ce point de départ, et nous allons regarder les deux références qui me semblent devenir constitutives du point de vue philosophique. C'est,
la mèche est vendue depuis longtemps, en particulier Lévinas, et la référence psychanalytique. Lévinas, c'est la référence psychanalytique. Donc, la référence psychanalytique avec deux textes, en particulier, qui font partie du coup de votre programme, de notre programme de travail, de votre programme de lecture. Deuil et mélancolie, le texte de Freud. Deuil et mélancolie, le texte de Freud. Et nous essaierons de lire ce texte précisément parce qu'elle se confronte à lui de manière conséquente. Le texte de Mélanie Klein, qui s'intitule, je l'avais mis dans le livret, qui s'intitule Contribution à l'étude de la psychogénèse des états maniaco-dépressifs. Contribution, je me répète, contribution, mais vous l'avez dans le livret, contribution à l'étude de la psychogénèse des états maniaco-dépressifs, et qui est compris donc dans le recueil Essais de psychanalyse. Et donc lisez ce texte, c'est pas énorme en volume. Et une part importante de notre travail consistera à, au fond, décrire le réseau qui produit la pensée butlerienne. Qu'est-ce que, en fait, lire Lévinas et Mélanie Klein ensemble, ça produit des effets. Ça produit des effets pour chacune des deux pensées. Lire Lévinas à la lumière de la psychanalyse de Klein, ça fait voir des choses de la pensée de Lévinas, peut-être que ça en occulte d'autres. Donc lire Lévinas à la lumière du texte psychanalytique de Mélanie Klein, ça fait voir quelque chose de cette pensée lévinassienne, mais peut-être que ça occulte d'autres aspects. Par exemple, massivement, lire Lévinas à partir de la dualité pulsion de vie, pulsion de mort. C'est un vocabulaire qui est un vocabulaire, et derrière les mots, c'est un dispositif notionnel qui est tout à fait absent de la pensée lévinassienne. Alors à la fois il y a une pertinence, il y a une connivence, et à la fois il y a un écart. Donc les lire ensemble, qu'est-ce que ça produit comme effet, Lévinas et Klein. Et qu'est-ce que ça produit comme effet pour la compréhension de chacune des deux pensées, et qu'est-ce que ça produit comme effet pour ouvrir un horizon tout à fait nouveau de pensable. D'autant que la configuration originale, c'est, pardonnez-moi cette métaphore un petit peu mécanicienne, mais c'est brancher du Lévinas sur du Mélanie Klein, le tout branché sur du Foucault, sur un socle foucaldien. Et ça produit un dispositif tout à fait spécifique. Cette pensée de la vie vulnérable, elle s'initie à partir de la description foucaldienne de la subjectivation par les normes et du jeu avec les normes. Elle conserve quelque chose de la pensée de l'intersubjectivité dans un rapport dialectique de reconnaissance de Hegel, et pourtant elle importe massivement la philosophie de l'interpellation par la vulnérabilité de Lévinas, tout en donnant une lecture psychanalytique. Si je résume le dispositif. Alors, ce dispositif, on va essayer de le démonter un peu pour voir quels sont ses effets de sens. Qu'est-ce que ça nous permet de penser ? Qu'est-ce que peut-être ça ne nous permet pas de penser ? Qu'est-ce que ça occulte aussi ? Qu'est-ce que ça permet de lire dans chacune de ces pensées ? Et qu'est-ce que ça occulte aussi ? Bon. Ça,
ce point-là est très important. Alors, à l'arrière-plan, il y aura de cette lecture, alors je ne sais pas dans quelle mesure nous aurons le temps de le voir, il y aura une confrontation possible avec cette notion de vie précaire. Et là aussi, alors sauf erreur de ma part, peut-être que quelque chose m'a échappé, mais il n'y a pas de discussion précise, longue de Butler de ce point de vue. Pourtant, la consonance avec le thème agambénien de vie nue est forte. A priori, on se dit, tiens, il y a des échos entre les deux notions. La notion de vie précaire chez Butler et la notion de vie nue chez Giorgio Agamben. Donc, si voilà, ça fait partie des lectures plus périphériques, mais reprendre Homo sacer, reprendre le texte important d'Agamben de ce point de vue-là, Homo sacer, peut être justifié. Alors, dans le texte même de Judith Butler, la référence qui apparaît assez peu directement, elle apparaît par le détour, par un texte qui est connu, certaines vogue dans la pensée contemporaine à partir des études qu'on dit post-coloniales. C'est le texte d'Achille Membe qui s'appelle Nécropolitique, et que d'ailleurs je crois qu'on trouve sur le net. Alors, Nécropolitique, le texte d'Achille Membe. Parce que Achille Membe, lui, pense explicitement à partir d'Agamben. C'est structurant. Donc, Butler discute assez peu Agamben directement, mais enfin, elle utilise ce texte qui, lui, est un texte qui s'enracine dans la pensée d'Agamben. Or, Agamben lui-même, si je continue juste à décrire superficiellement les réseaux de pensée, est extrêmement informé par Foucault. C'est aussi une pensée post-foucaldienne qui fait intervenir précisément autour des thèmes de la vie nue une référence à Lévinas qui est assez explicite. Vous voyez, il y a des espèces de jeux de références qui circulent. Alors, le problème n'est pas d'identifier les références, c'est de comprendre qu'est-ce qui se pense là, dans quel jeu d'emprunt, et qu'est-ce que ça rend pensable, qu'est-ce que ça occulte, etc. Et ça, on essaiera donc de le faire. Alors, le troisième point que je voulais évoquer avec vous aujourd'hui, c'est le troisième point dans cette introduction problématisante, parce que ce sera le troisième point, si je puis dire, de surveillance dans la lecture en lisant Butler, c'est précisément le rapport à Lévinas. Ce rapport à Lévinas qui me semble très compliqué. Je ne sais pas s'il faut dire compliqué ou complexe. Puisque, vous le verrez, ça dépend des textes, mais je vois qu'il est la fin de l'heure, donc je ne vais pas rentrer dans ce point maintenant. Vous le verrez, Lévinas est à la fois, de manière très évidente, une ressource extrêmement forte dans cette construction de l'éthique, d'une éthique de la vie précaire. Lévinas est à la fois une ressource extrêmement forte, et en même temps, il est très fortement critiqué, de différentes manières. En même temps, il est très fortement critiqué de différentes manières, et
Alors, voilà. Bon, je ne vais pas en dire plus maintenant, parce que sinon, il faut voilà, tu vois que si c'est l'heure, on va s'arrêter, si on développe ce point. Du coup, cela veut dire que pour la fois prochaine, je vais développer ce point-là, ce troisième point qui est le troisième axe de problématisation de la lecture de Butler, c'est-à-dire précisément le rapport à Lévinas. Et nous prendrons, puisque ça va être quand même le fil conducteur vraiment du séminaire, ça va être la lecture de ce livre, je vous demande donc, comme je vous l'avais dit la fois dernière, de lire pas la fois dernière, je l'ai dit il y a pas longtemps, de lire l'introduction et le dernier chapitre dans Ce qui fait une vie, de lire aussi la conclusion de Troubles dans le genre, comme pour vous plongiez donc dans la donne initiale de la pensée butlerienne. Voilà comment va s'organiser notre début de parcours. Si vous n'avez pas de... Sauf si on a fait une séquence de questions, mais sauf si vous avez d'autres questions maintenant. Non? Pas d'autres questions? Ou de remarques, ou de précisions? Si la vie précaire et vulnérable s'impose comme appel à nous, par l'événement, pourquoi produire le cadre afin de percevoir une vie comme vulnérable? Est-ce que, parce que moi, un élément de réponse que je me suis dit, c'est parce que soi-même, on sent cet appel, on sent cette terrible vulnérabilité, et du coup, on a besoin de l'exprimer à l'autre, et par là, de créer un cadre pour dire, bah regarde, toi aussi, j'ai été sensible par rapport à cette vie qui m'a touché, donc regarde. Le cadre, ce que vous dites, vous pointez, on va y revenir, vous pointez une vraie question. C'est que la thèse de Butler, elle articule ces deux moments. L'éthique est une expérience, et ça c'est comme Lévinas, ce sont les pensées pour lesquelles l'éthique c'est quoi? L'éthique c'est pas une métaéthique qui réfléchit fondamentalement sur les notions, qu'est-ce que le juste, c'est pas non plus une éthique, une métaéthique qui réfléchit pour distinguer des critères je sais pas, c'est quoi l'égalité, ou je sais pas. Bon, pas du tout. L'éthique, c'est la pratique qui vient décrire, qui vient attester, témoigner d'une expérience, témoigner de son universalité, et attester de cette universalité, et donc la présenter, la manifester. Bon. Mais et d'où il y a toujours ce paradoxe, c'est qu'il n'y a pas d'être humain qui ne soit pas dans l'éthique, puisque c'est le cœur de l'expérience qui nous humanise, et pourtant, nous pouvons vivre dans l'occultation de l'expérience qui nous constitue pourtant comme sujet humain. Et que même la possibilité et la réalité de cette occultation ne soient pas contingentes, mais qu'elle soit possible et sans cesse renaissante, qu'il y ait des raisons intrinsèques et nécessaires pour qu'il en soit ainsi. D'où le fait qu'il ne soit pas superfétatoire, qu'il y ait des philosophes et des philosophies pour venir témoigner et réeffectuer le témoignage, et le réeffectuer de telle manière que tout lecteur de bonne foi, idéalement, soit contraint d'y acquiescer, donc réeffectuer le témoignage de cette expérience. Donc, ça vaut aussi bien pour Lévinas que Butler, c'est des philosophies de ce type-là, et en plus dans Butler, il y a ceci qu'effectivement, cette expérience, elle est à la fois incontournable pour un sujet humain, elle le constitue, et en même temps, il semble bien que dans sa thèse, il y ait ceci, qu'elle est toujours, effectivement,
cadrée, c'est-à-dire qu'elle semble inéluctablement emporter une limite qui vient en partie la contredire. Je ne sais pas si je m'exprime très bien, mais je veux dire par là, Butler nous explique, nous sommes pris dans l'appel de la vie vulnérable, mais très souvent nous pouvons ne pas l'entendre, nous sommes dans le fait que nous ne l'entendons pas, et si nous ne l'entendons pas, c'est pour des raisons d'essence, c'est pas par hasard ou manque de chance, ou bon, c'est pour des raisons d'essence. Et ça a à voir avec quoi? Avec la structure même de la perception. Parce que cet appel dépend de la perception, et la perception suppose toujours un cadre. Alors qu'est-ce qu'on fait avec ça? Voilà donc c'est au cœur de ces pensées. Mais voilà, écoutez, réfléchissez-y bien, et on reprend notre travail vendredi prochain, et faites le travail de lecture le plus possible. J'ai toutes les petites fiches. Alors je rappelle, si certains n'étaient pas présents, j'avais donné quelques informations. Bon, attendez, je vais interrompre l'enregistrement et je vous rappelle ça.